Bienvenue dans le 5e didacticiel sur le survol des caractéristiques du logiciel de Sky Expo. Dans ce didacticiel, on va voir la fenêtre Find qui nous permet de trouver n'importe quel objet céleste présent dans la carte du ciel ou dans le logiciel de Sky. Pour afficher la fenêtre de Find, pour trouver les objets célestes, il y a plusieurs manières de le faire. On peut cliquer n'importe où ici dans la carte et on voit apparaître la carte, l'outil de recherche Find ici. On peut également y accéder par le menu Edit, Find ici. Il y a également aussi un icône qu'on pourra aller mettre, c'est comme une espèce de loupe avec une petite étoile en dessous. Puis il y a également le menu Display vers la fin qu'on peut afficher la fenêtre Find. Cette fenêtre-là, elle est mobile. On peut la mettre où ce qu'on veut, mais l'idéal c'est de la mettre sur le côté gauche où elle va se clamper complètement à gauche. Puis à ce moment-là, elle est toujours visible ici. On peut ajouter également les autres fenêtres importantes qu'on va avoir à utiliser. Entre autres, la fenêtre Date et Heure. On a simplement à aller la mettre par-dessus ici. Là. On voit que les fenêtres vont se superposer. Date and Time est ici. Donc on voit ici dans la colonne que les fenêtres vont s'accrocher. Il y a également aussi Chart Elements qu'on va se servir beaucoup. On va juste la mettre ici. On a juste à la déplacer pour l'envoyer vers la gauche. Puis on va clamper dedans. Et aussi le Labels. Ça, on va avoir à s'en servir souvent. Fait que disons ces quatre-là sont assez importants. Moi, j'aime ça avoir la fenêtre Find ici en premier. Fait ce que je fais, je vais aller juste la décrocher. Puis je vais l'amener ici jusqu'à temps qu'elle clampe dans voilà. Donc, elle est rendue en haut. Fait que vous pouvez accéder aux différentes fenêtres du display ici, simplement en cliquant sur les onglets qui apparaissent dans la colonne complètement à gauche. Bon, la fenêtre Find sert à trouver n'importe quel objet céleste dans The Sky Expo. Elle fait référence à une série de bases de données qu'on peut activer ici dans le menu Input, dans Database Manager ici. On va y revenir un petit peu plus loin, mais j'en parle tout de suite. Fait que vous voyez ici, Database, on a plein de... Quand on voit une petite flèche ici, c'est dire qu'on a des sous-dossiers. Fait que tous les bases de données, Caldwell, Herschel, IC, Messier, NGC, quand ils sont cochés, on y a accès. Si on les décoche, mais à ce moment-là, la base devient inactive. Fait qu'on risque de ne pas retrouver nos objets célestes dans la fenêtre de Sky. Fait qu'il faut s'assurer que toutes les bases de données qu'on a dans la fenêtre Database Manager, ici, elles sont actives. On a également aussi la possibilité de rajouter des données, des bases de données par nous autres-mêmes. Il y en a d'autres ici. Puis ça, on peut les voir. On peut les voir, des bases de données comme MySky Database. Ici, c'est une base de données que moi j'ai ajoutée. Fait qu'on voit tout ici en cliquant l'onglet Item. Toutes les informations. Ici, c'est des coordonnées à son centre de déclinaison puis les magnitudes pour des astéroïdes que j'ai été chercher à l'extérieur avec la base de données des positions sur le Minor Planet Center. Fait qu'on peut importer des données externes et les faire afficher dans le dossier. Mais si je la désactive ici, elle devient inactive. Il y a également d'autres bases de données qui sont optionnelles, c'est-à-dire qu'il faut les cocher. Fait que vous en avez plein. Vous avez les HARP Peculiar Galaxy ici, vous avez les Barnard Dark Nebula, vous avez des clusters, vous avez on a plein. Il s'agit de faire le tour. Des étoiles doubles avec les noms communs, les étoiles de type G2 à partir d'une requête de Sinbad, les amocabulaires. Fait que ceux-là, si on veut les activer, mais il faut les cocher. Puis à ce moment-là, on va pouvoir les mettre ici, les avoir avec les labels, puis également les chart elements. Faut pas oublier que les chart elements sont c'est tout ce qui apparaît dans la carte du ciel de Sky. Et en dernier, complètement, on a les photos, les databases de photos. Encore là, ici, elles sont activées par défaut. Mais si on les décoche, à ce moment-là, les bases de données de photos ne deviennent plus actives.
Juste pour montrer un exemple ici, je vais ajouter je vais juste fermer la fenêtre parce qu'il ne voudra pas y aller. Je vais simplement aller dans Chart Element. J'ai rentré photo ici, je clique, je presse le bouton Tab. Les photos deviennent activées ici. Fait que vous voyez, exemple, j'ai une photo un petit appareil photo qui apparaît dans la carte ici, là, au hasard. Ici, je clique dessus. Puis je vais voir aussi dans Show photo. Bon, quand c'est une étoile, on voit le diagramme exponera ça, mais si c'est une photo, je vais aller chercher une région, s'il y en a beaucoup, Orion, il y en a beaucoup dans cette constellation-là. Voilà, on va activer un peu plus. On va cliquer sur celle-là ici. Bon, celle-là, on vient d'ouvrir la fenêtre de photo. Puis on voit qu'il y a un Next ici. Si je clique Next, mais là, ça me permet de voir d'autres photos reliées à l'objet que j'ai cliqué ici, qui est IC434, qui est la nébuleuse Tête de cheval dans la ceinture d'Orion. Fait qu'on peut tout désactiver. Mais vous voyez ici en bas, dans le Find Name, c'est l'endroit où on trouve les photos. Il l'a mis dans le C-Program File X86, c'est avec Windows 7, dans le répertoire de Sky Professionnel Édition, Ressources, Sirius, Photos. Puis ça, c'est l'observatoire de anglo-australienne qui a pris ces photos-là. Il y a un répertoire à cet observatoire-là. Et ça, c'est le nom de la photo qui est disponible. Si vous allez avec l'explorateur, vous suivez le chemin qui est ici, vous allez retrouver ces photos-là. Mais ça, c'est l'anglo-australienne. Juste pour vous montrer l'importance des bases de données, si je clique sur Input Database Manager, on va aller désactiver les photos. Ici, dans Photo Database, on a dit Anglo-Australian Observatory. Si je désactive ça, je vais juste fermer ma fenêtre. Il faut fermer les fenêtres. Je vais recommencer. Je vais juste faire un Input Database Manager. On va aller chercher la base de données de photos. Bon, là, j'ai désactivé Anglo-Australian Observatory ici. Donc, en principe, je devrais plus être capable d'aller voir ces photos-là. On va fermer la fenêtre parce qu'il ne veut absolument pas rien savoir. Je clique dessus. Je vais aller voir la photo ici. Et là, j'ai aucune photo de sélectionner. Donc, il faut s'assurer que tous les bases de données présentes dans Database Manager du menu Input sont activées. Je vais faire ça. Je vais aller vérifier encore pour voir si je vais activer ici Anglo-Australien et toutes mes photos vont apparaître ici. Je vais tout être correct. C'est bien important de toutes les activer. Bon, comment fonctionne la fenêtre la fenêtre Find? C'est assez simple. Cette fenêtre-là, vous allez l'utiliser à 98% du temps. C'est la fenêtre générale où on va faire nos recherches de tous les objets célestes. Là, exemple, ici, toutes les bases de données qu'utilise le logiciel de Sky, vous en allez voir la description à l'appendice A dans le guide d'utilisation à la page 335. Vous avez simplement aller voir ça, puis je vous conseille de faire une photocopie. Il y a toute la description des bases de données qui sont présentes, puis même celles que vous pouvez faire venir de l'extérieur. Vous pouvez acheter des bases de données externes chez le détaillant SoftwareBisque. Exemple, la base UCLA3, qui est une base de données de plusieurs millions d'étoiles. Mais celle-là, elle est externe. S'ils vendent un disque dur externe, vous pouvez le brancher sur votre ordinateur et on peut afficher les données dans The Sky. Lorsqu'on sélectionne un objet céleste dans la carte du ciel virtuel de Sky, celui-ci est entouré de deux cercles rouges comme une mire. Ça veut dire que l'objet est sélectionné. Puis on a souvent une indication ici, un label qui apparaît. Et on retrouve toute l'information de l'objet ici dans la fenêtre qu'on identifie Object Information Report. On a le nom de l'objet, IC434 dans notre cas sélectionné pour index catalogue. On a ici comme information une photo, mais ça peut être une galaxie, une nébuleuse, un open cluster en mot vert, ou globular cluster, un amas globulaire, etc. On a ses coordonnées équatoriales topocentriques, ça veut dire à la surface de la Terre au lieu d'observation. Également les coordonnées équatoriales pour l'époque 2000. Il y a une petite différence à cause de la précession. Coordonnées azimutales, azimut altitude.
Souvent, on a des dimensions de l'objet lorsque c'est connu. La magnitude également est indiquée lorsqu'elle est connue. Le temps, ici, on indique l'heure du lever, du passage au méridien et du coucher selon le lieu. On a d'autres identifications ici, IC434. On a la source du catalogue de, bon, la photo ici, vu que c'est une photo sélectionnée, mais on dit que c'est une image de la database de l'Observatoire anglo-australien. On a d'autres identifications de la constellation Orion ici, l'abréviation ORI. On a souvent aussi des informations sur la distance en année-lumière ou unité astronomique. En tout cas, il y a beaucoup d'autres informations qui peuvent s'ajouter ou d'autres catalogues. Si je clique ici l'étoile qui est là, un exemple au hasard, bon, on a identifié cette étoile-là comme étant HIP 27117. Elle a également d'autres numéros de catalogue. Le catalogue SAO 632-507, c'est une étoile. Encore là, ses coordonnées ici, azimutale et équatoriale. L'altitude, azimut. La magnitude 9.16. Encore là, les coordonnées du lever, le passage au méridien couché. Il y a d'autres noms associés, comme GSC, le GSA catalogue, ben, il y a son numéro. HD, c'est Henry Draper, un autre catalogue. Son spec ici, le spec c'est AO. Ça, c'est la source, c'est le catalogue Hipparcos, encore là, Orion. Magnitude en lumière bleue, 9.27 avec des filtres. Magnitude en lumière verte, c'est 9.16. Mouvement propre, c'est 5.51 secondes d'arc en déclinaison. En tout cas, c'est toute l'information que vous pouvez lire. Elle est située à 559 années-lumière, celle-ci, ou 171 parsec. Un parsec qui est 3.26 années-lumière. Et toute cette information ici qu'on retrouve dans la fenêtre Object Information est paramétrable. On peut enlever des informations qu'on ne trouve pas pertinentes. Ça, pour le faire, il y a deux manières. On va soit dans l'outil Tools, Préférences. On va cliquer ici sur Report Setup. Et là, c'est important de choisir, vous avez Report, juste dans le milieu, la fenêtre. On a Object Information, mais on peut avoir aussi d'autres informations qu'on va avoir besoin éventuellement de modifier si besoin il y a. Mais dans notre cas ici, c'est l'Object Information. C'est ce qu'on voit dans la fenêtre ici, c'est marqué Object Information Report. Fait que vous voyez dans la colonne de gauche toutes les informations comme l'object name, right ascension, turbocentrique, déclinaison, tout ça est coché. Et on retrouve ça dans la fenêtre de droite. Si je veux toutes les enlever, je les enlève simplement en cliquant le bouton Clear All. N'oubliez pas de bien sélectionner sur Object Information, sinon vous allez changer d'autres paramètres qu'on va voir dans le Sky. Clique Default, All apparaît dans la fenêtre de droite. Si je clique Clear All, mais je vais avoir seulement quelques objets célestes. Comme exemple, je vais juste mettre ici on pourrait mettre la magnitude, on pourrait mettre bon, les choses importantes là, pour nous autres. C'est à peu près ça. Et là, je clique OK. Et là, vous voyez, dans la fenêtre Object Information, il y a seulement que les informations que j'ai sélectionnées qui apparaissent. Les autres n'apparaissent pas. Donc, encore. Ou je peux double-cliquer sur la barre de Status Windows en bas, parce qu'on a toutes les autres informations ici. Là. Et là, ce que je vais faire, c'est je vais simplement aller cliquer encore là sur Report. C'est important de ne pas se tromper, parce qu'on peut changer des paramètres d'autres choses. Report Setup, je clique Default, parce que je veux toutes les avoir à part. Ici, bon. En principe, si je clique l'information, je vais toutes les revoir à nouveau, ici. Également, lorsqu'on met le curseur à l'écran, on voit un peu sous le curseur une infobulle qui apparaît avec l'information. Comme ici, on a l'object name, encore là, les coordonnées topocentriques, les coordonnées azimutales, la magnitude, coordonnées 2000. Bon, ça encore là, l'information dans ce petit écran-là qui apparaît, la petite fenêtre à l'écran, elle est paramétrable. Je double-clique en bas dans la barre des status Windows. Ça, Report Setup ici, ça s'appelle Tooltips.
Fait que là, il faut sélectionner Tooltips parmi les 3 choix qu'on a là. Tantôt, on avait Object Information. Là, c'est Tooltips. Et encore ici, je peux aller choisir toute l'information que je désire. Par défaut, c'est seulement ces informations-là qui apparaissent. Là, je peux aller choisir n'importe quelle information que je veux dans la fenêtre de gauche qui va apparaître dans la fenêtre de droite. Simplement les cocher. Et ça, c'est ce qui va apparaître ici lorsque vous allez mettre un curseur vis-à-vis un objet céleste. Fait que tout est paramétrable, comme on le dit souvent, dans les fenêtres de Skype. Une autre information aussi qui est importante quand on va cliquer un objet, des fois c'est difficile de cliquer, comme ici on a une nébuleuse. Fait qu'en cliquant dessus, en bas ici dans Relate Search Result, il va vous indiquer tous les objets importants qui apparaissent autour du point cliqué. Fait que si vous ne cliquez pas exactement sur l'objet, mais vous voyez, il y a toutes d'autres informations associées autour du curseur. Puis là, il s'agit simplement de cliquer dessus. Par exemple, je vais aller choisir un autre objet céleste qu'on peut... Alors, ici, on a M78. On voit que c'est une nébuleuse. Si on regarde le curseur à l'écran, le tooltip, ce qu'on appelle, qu'on a configuré tantôt, mais lui, il m'indique que c'est M78. Si je clique dessus, là, c'est pas pire. Là, j'ai cliqué M78, on dit que c'est une Bright Nebula. Mais par contre, en dessous, j'en ai plein d'autres. J'ai NGC 2068. Si je clique dessus, c'est la même chose que M78, mais sous le nom d'un autre catalogue qui s'appelle New General Catalog, le numéro 2068. Ben, c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous ne cliquez pas sur l'objet, comme ici j'ai des galaxies, si je clique dessus, c'est PGC 90023, mais on a ici d'autres informations, comme ici j'ai une étoile. Si je clique ici l'étoile, bon, là, cette étoile-là que j'ai cliquée, elle est entourée ici par la mire. Si je clique sur le PGC, bien là, c'est ma galaxie qui est entourée. Ici, je clique ici sur un petit objet. On a ici UGC, UCAC3, une étoile. Mais dans ça, moi, je veux avoir la nébuleuse. Ben, je vais essayer de chercher dans ce qu'il y a trouvé autour si ma nébuleuse n'apparaît pas dans ça. Ici, NGC 2071. Bon, là, c'est la nébuleuse, justement, qui est sélectionnée ici. Bon, là, il y a également possibilité, dans la fenêtre Search ici, que vous avez, on peut rentrer l'information dedans. Par exemple, si je rentre M, tout ce qui commence par M va apparaître à la liste ici. Ça peut être des noms d'étoiles, ça peut être des constellations, ça peut être la Lune, Mars, Mercure. Là, si j'ajoute 78, on va cliquer sur Find. Là, il l'a trouvé. Quand il indique ici, il l'a trouvé, puis il s'est pointé dessus. Ça, parmi les icônes qu'on a ici, dans la fenêtre de Find, on a l'icône Center. Je l'ai ajouté également dans ma barre d'icônes en haut que j'ai configuré moi-même, que j'ai ajouté. Si je clique Center, ça va centrer mon objet en plein centre de l'écran ici. À côté de l'icône Center, ici, j'ai le bouton qu'on appelle Frame. Ça veut dire qu'il va me donner un grossissement qui va framer l'objet dans un champ d'environ 10 minutes d'arc. On pourrait changer la dimension du 10 minutes d'arc pour un autre, simplement en allant sur Display ici. On va changer les paramètres du Non-Stellar Object Option. Vous cliquez sur ça, Non-Stellar Object Option. Et là, vous pouvez changer des paramètres dans ça. Comme ici, Default Frame Size, When Object Size est Unknown. Ben, c'est 10 minutes d'arc. Si je voudrais le mettre 20 minutes d'arc, je n'ai rien qu'à changer ça ici. Photo Overlays. Bon, ça ici, c'est tous des paramètres qu'on peut utiliser pour changer certaines informations qui peuvent apparaître à l'écran. On n'a pas tellement besoin de toucher à ça, là, mais c'est là pour être possiblement changé. Ça, c'est des photos qui sont incrustées, qu'on appelle overlap, dans certains objets célestes. Il y en a plusieurs. C'est ce qui est intéressant de Skype.
Parce que quand on explore, comme ici, on a la nébuleuse tête de cheval, ben, c'est encore des sections de photos qui ont été sélectionnées dans des catalogues, puis sont superposées à l'endroit exact où doit apparaître la photo. Si je vais voir M42, bon, ici j'en ai plusieurs, en grossissant ici, ben, là j'ai des sections, puis là j'ai des photos, fait que si je clique sur la photo, on peut avoir, comme ici, c'est NGC 1973, on voit ça dans la file name ici. Si j'ai pas de next, preview, demandez ici, il manque une photo. Non-PNG. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis. Si on regarde la nébuleuse en bas d'Orion, bon, j'ai une photo qui a été prise avec le Hubble Space Telescope. Quand vous cliquez sur les petits icônes de caméra qui apparaissent, on peut voir des photos qui sont incrustées dans l'écran. Bon, ici, j'en ai d'autres. On voit des étoiles avec des nébulosités autour. Si je clique dessus, c'est IC420. Le troisième icône en haut, c'est marqué Show Photo. Fait que souvent, on peut aller cliquer sur ça, et si nos bases de données de photos sont activées, ça, photo, s'assurer qu'elles sont, ben, on clique sur Next. Si on voit le bouton Next qui est foncé, sinon, ben, s'il n'est pas foncé, s'il est le seul, comme ici, il est en grisâtre, ben, c'est la photo que j'ai ici. Ici, si je clique Lorenzine IC2118, ça donne l'information, puis ça donne aussi d'autres Other ID, Witch Head Nebuleuse, la nébuleuse de la tête de la sorcière. On voit sa tête ici. C'est comme ça qu'on peut identifier les objets célestes. Il faut faire attention aussi de bien identifier l'objet comme il faut. Parce que si on ne rentre pas la bonne information, mais on n'obtient aucune information ici, on n'est pas capable. À la page 51 du guide d'utilisation, il y a des exemples de comment entrer les données pour rechercher les objets célestes. On peut rentrer par les noms, par les catalogues, ici comme le catalogue SAO, ben, il faut laisser un espace, SAO, espace, le GSC aussi. Fait qu'on a beaucoup d'exemples à la page 51. Ce qui est important aussi pour les astéroïdes, ça j'y reviendrai, lorsqu'on prend la Large Asteroid Database, qu'on va chercher sur Internet, mais il faut absolument marquer MPL, Minor Planet. Minor Planet 835 Olivia. C'est comme ça qu'il faut rentrer les données pour trouver les astéroïdes de la Large Database. Satellite, c'est pareil. Il faut marquer SAT, Cosmos 100. C'est important de bien rentrer les informations pour retrouver les objets célestes. En fait, il faut pratiquer. Mais je vous donne comme référence d'aller voir à la page 51-52 du guide. Puis vous allez trouver quelques exemples, puis c'est de pratiquer par vous autres mêmes. Si on veut trouver une planète comme Mars, par exemple, je vais marquer Mars dans la case Search for. Et en cliquant le bouton cible ici rouge, on va la centrer. Et là, je vais la grossir. En grossissant au maximum, on va avoir la planète Mars grossie. C'est la même chose pour les autres planètes aussi. On met Jupiter, fin. Ça, c'est l'icône de Jupiter. Et je dis centre-là. Et au lieu de grossir avec la roulette, aller faire le mouvement, ce que je peux faire simplement, je vais cliquer le bouton ici, à côté, Frame. On peut également faire la même chose avec le bouton droit de la souris dans l'écran. On a un menu ici qui marque Frame. C'est la même chose. Ce que ça fait, je vais juste la centrer. Centrer Jupiter. Je vais cliquer sur Frame ici. Ça nous permet de voir la planète Jupiter beaucoup plus gros aussi, d'un coup, sans nécessité de jouer avec la roulette du focus. Et ça, ce qu'on voit, c'est l'apparence de Jupiter. On a également les satellites ici. Là, on a les labels des satellites. Si je vais enlever les labels, je vais avoir ici planète, dwarf, planète, moon, sun. Je décoche ici, fait que je vois les labels qui disparaissent. Je vais les laisser là. Et on peut même animer les mouvements des satellites. Si vous revenez à la fenêtre Find,
vous avez ici Lock On. C'est surtout pour les planètes, si on veut comme les figer. Et si je clique ici Lock On, je vois en bas à droite Lock on Jupiter. Fait que ça fait comme barrer votre cible au centre. Et regardez bien l'animation, je vais aller dans Date and Time. Ici, j'ai les heures d'augmenter. Et à chaque fois que je vais déplacer le ciel, mais la planète, elle, ne bouge pas. Ce qui est intéressant, si j'enlève les étoiles, je vais juste l'arrêter. Si j'enlève les étoiles, je vais cliquer sur l'icône Show Star, je vais les enlever. Et je vais laisser on va toutes les voir ensemble ici. Je vais laisser allumer la fenêtre. Fait qu'on voit les satellites se déplacer autour de Jupiter. Et on voit les heures changer. Fait qu'on peut voir on peut grossir aussi. Si on y va moins, on a vu passer un nombre, je vais juste y aller ici par étape. On voit la tache rouge. Fait qu'on voit ici un nombre qui passe devant Jupiter. On voit la tache rouge. Et on voit même Io qui est ici. Si on grossit plus, on le voit ici, là, ce que je pointe mon curseur. Même on voit dans le tooltips. Et le satellite, la lampe du phénomène, mais si on regarde l'heure, on a la date et l'heure où elle va se produire. Fait qu'en tout temps, on peut grossir le zoom. Je vais remettre les étoiles. Et ça va me donner la planète à grande échelle. Si je prends l'exemple des Pléiades, je clique les Pléiades, je le mets au centre. Je vais cliquer le bouton Framing. Bon, là, voyez-vous, là, ça grossit pas mal. Puis là, ici, c'est d'autres nébuleuses. Mais là, à ce moment-là, ça me permet de voir les Pléiades avec une photo qui est associée. En parlant des photos, il y a également dans le menu Display un menu Photo. Ici, on a toutes les photos comprises dans le logiciel de Sky. On peut en ajouter d'autres. Et on a ici ce qu'on appelle un Show, un Photo Viewer. Si je clique ici, ça nous permet de voir chacune des photos qui est associée avec le logiciel de Sky. Ici, j'ai le Solar System, il y a des photos de son. J'ai l'Observatoire d'Anglo-Australienne qu'on a ici, où on peut cliquer dessus. Et qu'est-ce qui est intéressant dans les photos? Si on double-clique dessus, on voit ici la photo dans le Photo Viewer ici, qui correspond à l'astre qu'on vient de cliquer. Je vais juste le mettre ici. Et en même temps, on centre l'objet. Si je mets mon curseur ici, là, j'avais double-cliqué sur NGC 1335. Je mets mon curseur dessus. Et c'est NGC 1335 qui est là ici. Je vais grossir. On voit ici la forme de galaxie qui correspond à ce qu'on a sur la photo. Si j'en prends un autre ici, 434, grossir moins, c'est la tête de cheval. Et si je regarde mon photo viewer, c'est les photos de tête de cheval. On le voit ici, 434 dans l'anglo-australienne. Si j'en prends un autre au hasard, bon, celle-là, ici. Bon, c'est un autre, deux galaxies interactives. Si je veux savoir c'est où, je double-clique dessus. Et ici, au centre, j'ai ma double galaxie. Bon, ici. Je vais cliquer sur la photo. On va cliquer sur la photo au centre. Bon, là, voilà. C'est la galaxie qui est ici. Ça nous permet de découvrir plein de choses intéressantes. Moi, je m'étais amusé autrefois à fouiller un peu dans la région d'Orion. On va juste aller mettre comme dans la fin ici, Orion. O-R-I. Donc là, ici, je vais choisir Orion. Fin. Bon, je vais enlever les étiquettes ici. Voilà la nébuleuse d'Orion. Vous voyez les petites caméras qui apparaissent ici. Là. Mais si je clique dessus, bon, ça, c'est la variable de Hubble. Ça, c'est la nébuleuse variable de Hubble. On a d'autres photos. Si on clique ici, mais elle est ici au centre. Ça, ici, les ronds qu'on voit là, c'est d'autres objets célestes. Si on clique dessus, juste pour voir, on va voir la photo, on va le voir ici. C'est des Open Cluster. Ça, c'est des amas ouverts. Ici, on en a plein. Un autre ici. Et ça, c'est des photos qui est associées.
Il y a également des possibilités d'aller chercher des images du Digital Sky Survey. On va le voir un petit peu plus loin dans le didacticiel. Ça, c'est vraiment le fun, parce que si on n'a pas de photos associées, on veut voir à quoi ressemble l'objet, mais si on est branché sur Internet, on peut aller chercher la photo facilement. Supposons, par exemple, je vais au hasard, je veux voir l'objet qui est ici. Si je clique dessus, on m'indique que c'est une nébuleuse planétaire du catalogue PLN, ça c'est le numéro. Une nébuleuse planétaire de magnitude 13,60. Je vais aller voir si c'est une photo associée. Là, je vois qu'il n'y a aucune photo associée. À ce moment-là, ce qu'on fait, on va aller voir une image de DSS, Digital Sky Survey. Fait que la première chose qu'il faut faire, il faut centrer notre objet. Fait que là, j'ai sélectionné, je clique sur le bouton centrer ici. Là, dans le menu Tools, à la toute fin, il y a Digital Sky Survey ici. On ouvre ça. Comme vous voyez, la chanson de déclinaison ici, elle est la même que celle qui est indiquée dans la fenêtre Observation Report de la fenêtre Find. Mais supposons qu'on ne l'avait pas. On va cliquer au hasard un peu partout, là. Bon, si je clique ici, voyez-vous, si je clique là, l'information que j'ai ici, c'est 8h54 plus 8h51. Mais c'est pas ça qui apparaît dans la fenêtre du Digital Sky Survey. Il faut absolument centrer l'objet. Et si je clique sur le bouton centrer, là, c'est 8h54 ici, et 8h54 de Right Ascension, déclinaison plus 8h51. Mais vous voyez, ce n'est pas les mêmes coordonnées. Il faut absolument avoir les mêmes coordonnées. La première chose, on sélectionne l'objet, on le centre, et après ça, on va chercher ici Get from Sky Chart. Obtenir les coordonnées du logiciel de Sky. En cliquant dessus, là, j'ai les mêmes coordonnées qui apparaissent que celles de ma fenêtre. Donc, elle est centrée. Maintenant, si je suis branché sur Internet, je vais simplement aller cliquer ici, Create. Lui, il va aller sur la base de données sur Internet de Digital Sky Survey, puis il va afficher une photo qui correspond aux coordonnées de cet objet-là. On devrait donc trouver l'objet au centre de l'image. J'ai aucune idée à quoi il ressemble l'objet, je vais totalement par hasard. C'est conseillé d'avoir un lien rapide quand même, parce qu'il y a quand même des images qui sont longues à aller chercher. Fait que là, on voit la photo qui est arrivée. Je vais simplement la centrer. Je vais mettre mon curseur dans le milieu. Et là, j'aperçois qu'il y a un objet ici qui apparaît. Fait qu'on voit l'objet qui est très faible. Si on regarde la magnitude de l'objet, c'est magnitude 12. Fait que, supposons qu'on en fait un autre exemple au hasard. Fait que ici, j'en ai un objet, que je clique dessus, une nébuleuse. Je vais aller voir si c'est une photo associée. J'ai pas de photo associée du tout. Donc, on va aller chercher l'image de DSS. Donc, on va commencer par la centrer. Très important, première étape. On regarde toujours les coordonnées qui apparaissent dans RA 2000 puis déclinaison 2000, parce que c'est celle-là qu'elle a à chercher. Je vais cliquer le bouton Get from Sky Chart pour être certain de chercher les bonnes coordonnées. Fait que je compare les coordonnées ici avec celles de ma fenêtre Object Information dans Find ici. C'est beau, c'est la même chose. Là, on est branché sur Internet. C'est important. Si jamais vous n'êtes pas branché sur Internet, bien, vous n'aurez pas d'accès. Et on clique le bouton ici Create. Fait que lui, il se branche sur Internet. C'est 120 minutes d'axe. C'est 2 degrés par 2 degrés le champ par défaut de la photo. Ça, je pourrais le mettre plus petit. Ça irait plus vite pour aller chercher des images. Souvent, c'est mieux de faire ça. Mais en ayant un plus grand champ, si on a une nébuleuse, on va avoir la photo étendue. Bon, les curseurs sont aux extrémités. Vu que c'est une photo centrée, on va centrer l'image ici. Et voilà à quoi ressemble la nébuleuse en question. En fait, il y en a deux ici. Fait qu'on voit ici que la photo, il y a plein de petites nébuleuses autour de ça. Fait que vous voyez, ça c'est la nébuleuse qu'on vient de cliquer, dont on ne trouve pas d'équivalent en photo dans le logiciel de Sky. C'est IC2162. Il y a possibilité de se faire superposer cette photo-là dans l'écran et de la sauvegarder aussi. Fait que vous avez dans le menu DSS
Ici, dans Photo, la possibilité de sauver l'image. Cliquez simplement sur Save As ou donner un nom. C'est une image en format FIT. C'est seulement que le format, vous pouvez aller la sauvegarder. L'avantage des formats FIT, c'est que c'est des formats qu'on peut facilement superposer dans n'importe quelle image parce qu'elles sont calibrées astrométriquement. En anglais, on appelle ça un plate solve. C'est que les étoiles ici qu'on voit dans l'image, elles sont également dans la base de données du Cartier Catalogue et Hipparcos du logiciel. Fait que le logiciel, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il fait une correspondance des étoiles de l'image avec celle du logiciel, puis ça permet de superposer les deux images en ayant les étoiles communes qu'il a repérées. Ce qu'on appelle la fonction calibrer astrométriquement. Ici, vous avez File Information. Ça l'ouvre l'information FIT. Dans le FIT, les images FIT, vous avez ce qu'on appelle un header qui contient plein d'informations sur la prise d'image. Fait qu'on voit, exemple, le télescope ici, c'est une caméra Schmidt du Mont Palomar. L'émulsion, c'est une ancienne plaque de photos dans les années 70 à peu près. 103 AE, c'est une plaque photo. Probablement, l'image a été scannée. Et vous avez ici la date de l'observation, le 23 novembre 1955. L'exposition 45, je ne sais pas si c'est en minutes. Oui, 45 minutes, on voit ici minutes. En tout cas, il y a plein d'informations que vous pouvez aller lire sur ça. Puis vous avez la même chose ici, si vous cliquez sur Tools, OpenFit. Voici l'image à nouveau. Et si on regarde les autres caractéristiques, il y a possibilité de zoomer dans l'image. Actual Size, c'est l'image grandeur nature. Et vous avez ici Image Link. C'est avec Image Link qu'on superpose les images en format FIT dans la carte céleste virtuelle de Daskai, à condition qu'on a les éléments de position approximative du centre de l'image dans le FIT Header. Si on va voir dans le FIT Header, encore, juste pour voir l'information de la coordonnée, en regardant le FIT Header, vous avez deux critères ici, Object Right Ascension puis Object Declination. Ça, c'est la position approximative du centre de l'image. Ça, c'est ce qu'on retrouve en général dans les FIT Header des images FIT. Ce qu'on appelle, c'est les éléments importants pour que les logiciels de calibration astrométrique, comme Maxime DL, le Sky, Prism, ces logiciels-là vont voir cette information-là, la position approximative du centre de l'image, et ça permet de reconnaître les étoiles autour et les superposer dans l'écran. Je viens ici à Photo et je viens cliquer sur To Image Link ici. Fait qu'on voit la photo qui apparaît ici dans l'écran. Tout ce qu'on a à faire ici, c'est cliquer sur Find Astrometric Solution. Lui, le logiciel a des critères d'associer. Il essaie de trouver la correspondance des étoiles. Comme ici, il a réussi. Fait que c'est marqué Image Link Succeed. Si jamais on ne réussit pas, il y a différents trucs possibles. On peut jouer ici sur l'image scale en augmentant ici ou en diminuant. On peut également ici cliquer sur Non-Image Scale. Si on connaît l'image scale, c'est la dimension de l'image. Ou si on ne le sait pas, on essaie sur Unknown Image Scale. Fait que ça, on peut jouer sur ces critères-là pour qu'ils réussissent la calibration astrométrique. Et une fois qu'on a réussi, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a superposé l'image. Je ne sais pas si vous la voyez, mais l'image, elle est superposée exactement sur les étoiles. Dans ma fenêtre de Digital Sky Survey, en bas complètement, je peux choisir de montrer la photo en face devant les éléments de la carte, ici comme elle le fait présentement, ou montrer la photo derrière les éléments de la carte. Fait que si on clique sur ce point-là, c'est que les étoiles vont apparaître en avant, puis l'image en arrière. C'est vraiment intéressant. On peut alterner l'un et l'autre, puis on peut voir les étoiles correspondantes. Regardez ici, les deux petites étoiles qu'il y a là. Fait qu'on voit que c'est les étoiles du Cartier Catalogue correspondantes à ces étoiles-là. Si on grossit un peu plus, ça va être plus facile. Fait qu'on voit ici les étoiles du Cartier Catalogue correspondantes ici. C'est comme ça qu'il a réussi à faire la calibration astrométrique. Et là, ça nous permet d'avoir notre image qui apparaît dedans. C'est vraiment intéressant comme
C'est une des forces du logiciel, c'est de pouvoir prendre une image CCD de nos objets célestes en ayant pris soin d'ajouter dans le header de la photo les éléments, la position approximative du centre de l'image dans Object, Right Extension, puis déclinaison euh, Object Right Declination. Et là, lui, il va faire la correspondance. Il est très, très puissant de Skype pour faire ça. On va le voir en détail parce qu'on va parler de ImageLink un petit peu plus tard. Fait que ça, c'est un exemple ici de ce qu'on peut faire avec la carte. On peut même laisser la photo là ou en faire une banque de photos puis les chercher comme on veut à n'importe quel temps parce qu'il y a toujours possibilité de sauvegarder les images. Avec la fonction ImageLink, il y a également un autre bouton qu'on peut ajouter dans notre liste en haut des icônes. Le bouton, c'est Toggle Link Photo. Ça veut dire que je peux l'afficher ou l'enlever à volonté. Elle est toujours là. C'est soit que je la masque ou je la fais paraître. Ça nous permet de voir un peu les objets en dessous de l'image. Moi, je vous conseille d'ajouter cette icône-là avec celle ici de ImageLink qu'on voit ici. Vous voyez ici aussi, je vais juste remettre la photo. La photo, elle est dans l'écran. Ici, puis on voit une espèce de cadenas qui apparaît. Ce qu'on appelle comme lié. On voit dans la fenêtre de ImageLink en bas, Break Link. Si je brise le lien, mais là, à ce moment-là, la photo, elle n'est plus associée. Là. On peut la déplacer. En fait, c'est la carte ciel qu'on déplace. Et si je veux enlever la photo, ce que je fais, c'est Close Fits. Je fais simplement cliquer le bouton Close Fits. Et là, l'image disparaît complètement de l'écran parce que c'est associé avec la fonction ImageLink. Fait que vous pouvez vous amuser pendant bien des heures avec ces fonctions-là, aller chercher les objets célestes au hasard, explorer le ciel. Moi, j'ai découvert plein de choses intéressantes. Parmi les autres boutons de la fenêtre Find, ici, vous avez un autre bouton ici qui permet de copier toute l'information que vous avez dans votre fenêtre Object Information Report pour le coller dans un autre logiciel comme WordPad ou Notepad. Comme exemple, ici, j'ai IC 420, toutes les informations. Je vais simplement cliquer ici pour copier l'information. Là, je vais ouvrir le bloc-notes ici. Je vais simplement faire une édition coller. Puis, vous voyez toute l'information qui est collée dans mon bloc-notes. L'autre bouton qu'on a ici, vert et un peu comme une petite cible verte, ça, c'est le bouton associé au télescope, SLU. Il faut être branché sur le télescope, puis le télescope doit être synchronisé pour que si on clique sur un objet céleste quelconque, mais en touchant au bouton, le télescope va se déplacer automatiquement sur l'objet. Avec le logiciel de Sky, ici dans le menu télescope, il y a possibilité de connecter un télescope, ce qu'on appelle virtuel. Mais pour ce faire, vous cliquez sur télescope, ensuite choisissez télescope setup, et ici, dans la monture en haut, vous allez cliquer sur le Mount, Telescope Mount Simulation. Dans la monture ici, vous allez cliquer sur le bouton Mount Setup. Cliquez sur Choose, puis allez dans le menu Software BISC ici. C'est Software BISC qui l'a fait. Et vous choisissez dans Software BISC Telescope Mount Simulator. Ça, c'est juste pour apprendre un peu les fonctions de contrôle de télescope quand vous n'avez pas de télescope de branché. Une fois que vous avez sélectionné Telescope Mount Simulator, vous cliquez OK. Et encore là, le même bouton Mount Setup, vous allez cliquer sur Connect. Lorsque vous êtes connecté, ici, la case Status, il y a Connected en vert qui apparaît. Là, vous êtes connecté sur le télescope virtuel. En étant connecté, ça c'est la même chose que vous allez voir lorsque vous allez connecter votre télescope. Vous allez voir une mire qui apparaît ici. Alors, on voit ici la mire jaune qui montre où pointe le télescope virtuel. On voit en bas ici, j'avais ajouté dans la Status Windows qui est en bas ici, parce qu'on voit plein d'informations. J'avais ajouté le télescope. On voit dans un autre didacticiel, on voyait qu'il n'y avait rien d'affiché ici parce que le télescope n'était pas branché.
Mais vu que le télescope virtuel est branché, on a les données qui apparaissent ici concernant où pointe le télescope dans le ciel. Fait que ça, ici en bas, là, ce que je passe la main, c'est les données où le télescope pointe, qu'on peut ajouter ça ici en double-cliquant sur la status bar, en sélectionnant la status bar ici, et en allant chercher dans la fenêtre de gauche les informations. En bas ici, on a Télescope Right Ascension, déclinaison Right Ascension. On les sélectionne, on clique le petit bouton ici, puis on vient les ajouter ici, dans la fenêtre de droite. Bon, ici, la manière que ça fonctionne, le bouton, c'est assez simple. Normalement, on sait où le télescope pointe. Supposons qu'on cherche à déplacer le télescope sur l'objet qui est ici. Si je pointe, exemple, Sheraton ici, bien, une fois que j'ai pointé dessus, je clique le bouton ici, Slow. J'ai également la possibilité d'aller chercher le même bouton droit de la souris ici. Également, si j'ouvre ici dans le display, j'ai la fenêtre télescope que je peux ajouter dans ma liste ici. Je l'ai ajouté ici. Il y a également le bouton Slow qui est là. Mais moi, je le fais surtout à partir ici, dans la fenêtre Find. Mais lorsque j'ai déterminé ma cible, je vais simplement cliquer dessus. Et là, le télescope virtuel se pointe sur la cible. C'est la même chose si vous aviez un vrai télescope de branché. Il se déplacerait directement dessus. Vous voyez prendre alors une photo ou observer l'objet à l'oculaire. Le bouton qui est en dessous, c'est le bouton Abort. Ça, c'est quand le télescope se déplace, qu'on veut arrêter le mouvement. Supposons que je clique ici. J'envoie le télescope ici. Je veux arrêter son mouvement, mais je clique ici le bouton Abort simplement pour arrêter le télescope. Des fois, si le télescope s'en va dans la mauvaise direction, pour éviter de briser quelque chose, on est mieux d'arrêter le mouvement. Mais vous avez le bouton ici, Abort. Je vais l'essayer encore. On va envoyer le télescope. Là, on voit le télescope ici qui se déplace avec la mire. Je clique le bouton Abort, fait que ça évite les problèmes. Puis si je veux continuer, ben, je clique encore sur le bouton Slow. Fait que ça, ces deux boutons-là sont reliés au télescope quand il est branché. Ici, si je vais voir l'icône télescope, mais j'ai des informations ici qui concernent les télescopes. Comme Slow Prior, ça c'est bien fun, parce que ça veut dire reviens à l'endroit où tu étais précédemment. Fait que si, exemple, je suis ici, sur Kapha Ligiyama, l'étoile que je suis branché présentement, puis je décide d'aller faire un tour sur cette étoile-là, je vais y aller avec la fenêtre du télescope. Lui, il s'en va sur la cible. Mais là, si je décide, je veux que tu reviennes encore sur la même étoile que tu étais, ben, je vais simplement cliquer sur Tour, Slow Prior. Puis ça, vous pouvez ajouter ici en haut un bouton dans la liste des icônes pour faire ajouter cette fonction-là, parce que c'est très pratique. C'est un exemple, on veut aller faire un focus sur une étoile proche d'une cible. Bon, on trouve une étoile proche de la cible, on envoie le télescope dessus, on fait le focus, et après ça, on reclique Slow Prior, puis lui, il revient encore sur notre type d'objet céleste. Donc ça, on a ça dans les télescopes. Slow to Coordinates, mais ça, si on clique dessus, on entre des coordonnées ici. Exemple, ça pourrait être un astéroïde ou une comète. Bon, donc on rentre la coordonnée et on dit simplement au télescope de se diriger dessus. Fait qu'on clique sur le bouton aussi Slow to Right Ascension Declination. Fait que supposons que je veux prendre la petite étoile qui est là. Vénus, mettons. Bon, Vénus est sélectionnée. Je vais dire Center Chart sur la Right Ascension de Vénus. En fait, on va revenir au bouton Find ici pour vérifier. Il faut toujours vérifier les coordonnées, qu'est-ce que ça donne. Si Vénus, je la pointe, ça donne coordonnées 2000, 1h29 plus 10h30. Puis si je clique ici, ben, je m'aperçois que ça ne fonctionne pas. Là. Il ne voit pas. Donc, il faut la centrer. Il faut toujours la centrer. Là, en étant centré, je regarde ses coordonnées. Il faut peser ici sur le bouton Sky Chart Center Coordinates. Fait que là, j'ai les coordonnées de Vénus qui entrent ici. J'ai les mêmes choses ici, 1h29 plus 10h30. Et après ça, j'ai dit Slow to Rest Ascension Declination. Fait qu'en faisant un slow, le télescope va se déplacer sur ces coordonnées-là ici. Je vais simplement cliquer le bouton. Fait qu'on voit le télescope se placerait sur la cible. Fait que ça, c'est bien pratique. C'est encore dans
la fenêtre de télescope qui est ici. Shutdown, mais on peut parker le télescope, déconnecter le télescope, il y a Startup ici, synchroniser le télescope. Ça, synchroniser, c'est pas compliqué. Si je pointe une étoile, ici, pour mettre le télescope sur la même coordonnée que l'étoile, mais je vais simplement aller ici. Je vais cliquer sur Synchronize. Et là, évidemment, il me demande si je veux bien synchroniser sur la bonne étoile. Le target, c'est oui. Fait que je dis oui. Et là, maintenant, je suis synchronisé sur la même étoile. Il faut que l'étoile que j'ai synchronisée soit en plein centre de l'oculaire du télescope ou de la caméra CCD pour faire la synchronisation. Encore ici, vous avez un bouton que vous pouvez ajouter dans la liste des icônes en haut pour synchroniser le télescope. C'est des boutons que vous allez vous servir souvent pour travailler. Et là, ici, j'ai ajouté un bouton ici pour déconnecter le télescope. Donc, si je déconnecte le télescope, la petite ligne jaune va disparaître ici. Voilà. C'est à ça que servent les deux derniers boutons de la fenêtre Find. Ici, le bouton, l'onglet Avancé dans le menu de la fenêtre Find, c'est simplement pour trouver d'une autre manière les objets célestes. Si vous sélectionnez Solar System Object, supposons qu'on veut chercher ça ici c'est des meteor showers, par exemple des planètes. Je voudrais chercher Jupiter. Fait que je sélectionne planète, système solaire object, planète. Je vais cliquer sur Jupiter. Vous voyez ici, le nom de Jupiter apparaît en haut. Ça, c'est surtout au niveau d'observation sur le terrain. Des fois, on est pris avec des mitaines, des gants. Mais on peut simplement y aller, soit en inscrivant ici les informations, les chiffres, comme si on voudrait marquer NGC. On marque NGC, puis 891. Fait que je pourrais prendre la souris 8, 9, 1. On voit que ça s'inscrit en haut. Après ça, on dit Find. Puis là, à ce moment-là, je clique sur Frame, puis là, je vois ma galaxie qui apparaît ici. Je vais déplacer ça sur ça. Ça peut être comme ça qu'on peut l'utiliser. Fait que vous avez toutes les informations des bases de données. Quand on a un petit triangle blanc, ça veut dire qu'il y a des sous-dossiers. Fait que ça, c'est les non-stellar objects. Il y a les objets Herschel, il y a des common names, le quasar 3C273. La galaxie Andromède, je peux la sélectionner. Je vais cliquer Find avec le bouton Trouver. Puis là, évidemment, il ne faut pas que j'aille trop. Tu vois que c'est très gros, ça, cette galaxie Andromède-là. On va la diminuer un petit peu. C'est en explorant, en manipulant ici la fenêtre qu'on va découvrir, on peut trouver les astéroïdes aussi. Les astéroïdes, on va le trouver dans Small Solar System Bodies, astéroïdes. Ça, je vais y revenir, ces astéroïdes, dans un autre didactiel, parce que je vais parler des comètes astéroïdes de la petite base de données et la grosse base de données. Le soleil, si je veux le trouver, je sélectionne le soleil ici, Find, Centré. Ben, voilà le soleil où ce qui est. C'est ça l'utilisation de la fenêtre avancée. La prochaine didactielle, je vais expliquer la liste d'observation. Il y a deux boutons ici que je n'expliquerai pas dans ce logiciel, dans ce didactiel ici, parce qu'il est quand même assez long. Mais le prochain didactiel, je vais expliquer en détail la fenêtre de liste d'observation, parce que c'est une des plus importantes du logiciel de Sky. Comment se faire une liste d'objets observés, puis comment l'utiliser. Fait que ça va être l'objet du prochain didactiel dans la partie 6. Ceci met fin au didactiel numéro 5.